Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nous sommes simultanément en triplex, pas en duplex. En triplex, YouTube, Facebook et puis TikTok. Alors, nous allons aujourd'hui faire, si je peux me permettre, hein, on a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne voilà. Alors, donc comme je le dis, j'étais en train de rectifier au niveau de TikTok. C'est la première fois sur TikTok que je passe en direct. Vous avez l'habitude de voir mes interventions grâce à des jeunes gens, des jeunes patriotes maliens qui publient sur les différents réseaux sociaux. Je ne dis pas que je vais reprendre la main, mais je vais essayer de temps en temps de faire des interventions comme ça en triplex, Facebook, YouTube et puis TikTok. Aujourd'hui, on a ajouté TikTok à la liste parce qu'il faut élargir notre champ d'intervention. Bonsoir à toutes et à tous. Salamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Tout en rendant gloire à l'Éternel, notre Dieu, nous magnifions ce Dieu de gloire et d'amour, nous bénissons son nom et nous lui demandons de veiller sur nos différents États. Il s'agit du Burkina Faso, il s'agit du Mali, il s'agit du Niger. L'Alliance des États du Sahel, ce que nous avons voulu, ce que nous avons souhaité, et alhamdulillah, gloire à Allah, il nous a gratifié de cette alliance. Donc, de temps en temps, ce n'est pas facile, il faut regarder 3 caméras différemment. Donc, de temps en temps, je m'adresse à YouTube, à Facebook et puis à TikTok. C'est pas nous, hein, c'est eux qui ont créé. Alors, comme ils veulent nous fatiguer, on va utiliser tous les moyens à notre disposition pour nous imposer, pour imposer notre communication. N'est-ce pas? On a beaucoup de choses à dire. Kuma caman bɛ yen bi ni Ala sɔnna a ma, an bɛ Ala fo fɔlɔ. O de ka gɛlɛn, ka Ala tɔgɔ barika da. Ka ɲini masa belebele fɛ, masa min san ni dugukolo da. Ya Rabbi ama ka ɲini ni Ala b'a fɛ. A ka janto an ka Maliba la, an ka Burkina la, an ka Niger ani Farafina bɛɛ. O kɔrɔ tɛ ko Farafina jamana tɔw kan t'o fɛ, kuma kɔrɔ t'o ye. Kuma kɔrɔ ye min ye, ni Ala ye hɛrɛ dɔ k'i ye, i bɛ Ala deli, Ala k'o hɛrɛ ɲɔgɔnna kɛ i sigiɲɔgɔn ye. Ala y'o de fɔ. Donc an bɛ Ala deli hali bi minnu m'an faamuya, minnu b'an kɛlɛ, an bɛɛ ye kelen ye. An bɛ kɛlɛ mun na de, bi u ɲɛ t'a la, mais u denw bɛ sigi a hɛrɛ kɔnɔ don dɔ la. Minnu bɛ k'an kɛlɛ, n bɛ sigi a kan, u tɛ ka faamuya, mais sini u denw, u mɔdenw, u tuloma sama, u bɛ taa sigi o hɛrɛ kɔnɔ. An ka Ala deli o de ye. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, mais c'est fort, hein? TikTok là, ils sont graves. À peine on a commencé 4 minutes, eux là déjà, je vois, on est à combien là? Waouh, ils sont forts là-bas, hein, TikTok. Ça monte dangereusement. Alors, nous allons parler des 71 248 878 habitants de l'Iptako Gourma. C'est la population des 3 pays, 71 millions, presque 71 millions 300 à peu près. Alors, et sur les 71 millions,
moins de 25 ans, c'est-à-dire il y a 65% au moins de 25 ans. En d'autres termes, je répète encore, 65% de la population de l'Alliance des États du Sahel, 65% de la population a moins de 25 ans. D'autres termes, il y en a qui disent 70% de la population a moins de 25 ans. Donc nous sommes une force, nous sommes une puissance. Non seulement nous sommes une force démographique, mais nous sommes un marché potentiel. Nous avons des compétences, nous avons des intelligences. Il suffit tout simplement de les mettre ensemble pour créer les conditions d'un développement harmonieux pour que les États, l'Alliance des États du Sahel, le Liptako Gourmand, soit véritablement une force de développement, une force motrice qui va tirer toute l'Afrique vers le processus de développement qu'on nous a refusé, qu'on n'a pas voulu nous reconnaître. Alors, je continue toujours, mais du côté de YouTube, Facebook, TikTok, vous êtes grave, là c'est rapide là-bas, ne perdez pas le temps, Pati Salana. Ça monte comme flèche. Alors, d'abord, analysons, mais avant de continuer à analyser, on voulait empêcher le Niger de participer à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Dieu merci, même si le Premier ministre Zen n'est pas allé, le ministre des Affaires étrangères du Niger a pu assister à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Donc pour nous déjà, c'est une bonne chose. Donc, posons-nous cette question. La France va à la tribune des Nations Unies. La France dit, c'est un gouvernement illégitime qu'on ne reconnaît pas. Mais c'est tellement idiot de leur part, ils persistent encore dans leur bêtise morale et intellectuelle. Nous, on s'en fout que les merdes qui sont à la tête aujourd'hui de la France et qui se disent autorités, qu'ils reconnaissent et qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité, c'est leur problème. C'est eux que ça regarde, nous, ça ne nous concerne pas. Mais ce qui est intéressant, à la tribune des Nations Unies, du moins à cette assemblée, le Niger était représenté. Donc si le Niger était représenté, qu'est-ce que cela signifie? Posons-nous cette question. Si le Niger, alors l'objectif était d'empêcher le Niger. La France dit on ne les reconnaît pas. Le monde entier représenté par les Nations Unies disent on les reconnaît, ils ont leur place. Objectivement, qu'est-ce que cela signifie pour chacun de vous? Cela veut dire que ça fait honte, c'est humiliant, c'est rabaissant et que la France, que le Niger, l'Alliance, je suis en train de lire quelque chose sur mon écran, l'Alliance des États du Sahel, en son sein le Niger, il vient de remporter une première victoire diplomatique sur la scène internationale. Hein? Donc, il va falloir que la France et les États voyous qui veulent attaquer le Niger puissent se justifier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pourquoi ils ont agressé un État souverain ou pourquoi la France veut agresser un État souverain. Parce que la France, ce n'est pas les États-Unis. Quoi qu'il en soit, la présence du Niger à la 78e Assemblée générale des Nations Unies, pour moi, est significatif. Peu importe qui a représenté le Niger, hein, le fait que le Niger soit là-bas, c'est déjà significatif. Deuxièmement, il y a une situation qui est en train de se passer, et là, je voudrais interpeller le général Tiani, l'ensemble des autorités du Niger, à plus de vigilance. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire au Niger. Il faut faire beaucoup attention. Alors, on a tous vu, merci, ça monte ici,
Waouh, ils sont forts ici, hein. Ça monte là, c'est grave. Oui. On a vu le Togo qui a produit un communiqué dans lequel le Togo dit accéder à la requête des Nations Unies et ouvrir un couloir humanitaire pour permettre une assistance humanitaire au Niger. Je vais marquer une petite pause et vous demander pour ceux qui sont nouveaux sur YouTube, abonnez-vous à ma page Cheikh Oumar Keïta, hein, c'est Keïta Cheikh Oumar, hein. Abonnez-vous à ma page TikTok Keïta Cheikh Oumar, YouTube Keïta Cheikh Oumar, Facebook Cheikh Oumar Keïta. Donc vous vous abonnez à ma page, vous actionnez la cloche de notification, vous nous suivez, vous partagez sur l'ensemble de la plateforme des réseaux sociaux et dans tous les groupes. C'est ça votre contribution, votre manière à vous d'aider l'Afrique, de nous soutenir et de nous accompagner. Donc, abonnez-vous massivement à ma page Keïta Cheikh Oumar TikTok, à ma page YouTube Keïta Cheikh Oumar et à ma page Facebook Cheikh Oumar Keïta. Suivez-nous, aimez ce que nous faisons, notez, partagez et commentez. Alors, maintenant que le Togo, je vous en prie, partagez au maximum, maintenant que le Togo décide d'ouvrir un couloir humanitaire pour des raisons que je ne voudrais pas perdre mon temps à développer ici, mais interpeller chacun à faire attention. Parce que juste après le Togo, juste après le communiqué du Togo, le Bénin a cru devoir se justifier. Je vous en prie, écoutez bien. J'ai vu mon frère Franklin Yamsi au Cameroun, il a fait un développement sur le communiqué du Togo. Mais moi, je voudrais vous inviter, non pas, Franklin il a fait un bon développement, mais je voudrais vous inviter à une saine réflexion, la cupidité, l'immoralité, l'irresponsabilité, l'inconsistance, l'inconscience et la malhonnêteté qui a atteint son comble avec le Bénin. Patrice Talon fait honte à l'Afrique. Parce que le Togo a produit un communiqué pour dire que nous acceptons d'ouvrir un couloir humanitaire. Le Bénin, à son tour, sort et dit « Nous avons ouvert un couloir humanitaire, mais les forces de défense et de sécurité du Niger posent problème. » C'est pourquoi je voudrais d'abord interpeller le général Tiani et lui dire « Félicitations, général. Vous savez, c'est par les couloirs humanitaires que les commandos, les terroristes arrivent à infiltrer une nation, un pays. Lorsqu'il y a un couloir humanitaire, le pays devient légèrement perméable. Ça veut dire que le pays est exposé aux vicissitudes et aux dangers. Vu que le Bénin a montré qu'il n'est pas un État fiable, qu'il est un État voyou, avec un président voyou à la personne de la chaussure de talon, nous allons demander au général Tiani de renforcer le contrôle à la frontière avec le Bénin. Même si c'est un convoi humanitaire, nous demandons que les contrôles soient stricts au niveau du Bénin. La question n'est pas de dire que les forces de défense et de sécurité du Niger posent problème. C'est ce que le Bénin dit. Le Bénin dit que les forces de défense et de sécurité du Niger posent problème. Juste après que le Togo ait publié son communiqué pour dire que nous allons ouvrir. Depuis longtemps, le Bénin n'avait rien dit. Pourquoi c'est maintenant le Bénin parle? Pourquoi c'est maintenant que le Bénin dit qu'il y a un problème? C'est que le Bénin a quelque chose dans la tête. Le Bénin veut se juger. Dans tous les cas, nous encourageons les forces de défense et de sécurité du Niger. Si nécessaire, d'imposer un blocus, de ne permettre à aucun, c'est-à-dire que quand on dit c'est humanitaire, c'est l'information donnée par les Nations Unies que les forces de défense et de sécurité à la frontière doivent vérifier.
Parce que ces informations sont transmises et à la présidence du Niger, et à la primature, et au ministère en charge. Donc, c'est au regard de ces informations-là que nos forces de défense et de sécurité vont veiller au grain à la frontière avec le Bénin. Donc, tu ne laisses pas passer un camion parce que c'est écrit aide humanitaire. C'est faux. En général, quand on est dans un pays en crise, c'est par les aides humanitaires qu'on arrive à infiltrer le pays avec un commando pour déstabiliser le régime. Donc, j'interpelle le peuple du Niger. J'interpelle les forces armées de défense du Niger de veiller au grain à la frontière avec le Bénin et que toute information, tout passage humanitaire soit strictement contrôlé et vérifié. Si la véracité n'est pas établie, si la conformité n'est pas établie, alors qu'ils opposent un refus de non-recevoir et que ce convoi-là ne passe pas. Parce qu'il peut passer par le Bénin pour infiltrer le Niger ou cacher des hommes à l'intérieur des véhicules pour les faire entrer au Bénin. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je vais vous ramener un peu. Je vais vous ramener ici. J'espère que vous allez pouvoir écouter pour vous dire, pour vous amener à comprendre. Merci beaucoup du côté de TikTok. Merci du côté de YouTube. Merci du côté de Facebook. Ça monte. On va écouter. IT, qui vit sans doute les moments les plus compliqués de sa carrière diplomatique. On verra qu'elle est longue et que c'est un homme expérimenté. C'est l'ambassadeur de France à Niamey. Écoutez ce qu'a dit hier Emmanuel Macron. Il ne mâche pas ses mots. Au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage, littéralement, à l'ambassade de France, et on empêche de livrer la nourriture. Ils mangent avec des rations militaires. Et ils restent là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum, retenu en otage chez lui, est le président légitimement élu. Voilà un idiot qui croit avoir la légitimité, la légalité souveraine de façon internationale. Voilà un pervers, un idiot, qui parle de double standard. Mais Dieu ayant fait les choses, je vous ai dit que avant de frapper, Dieu il envoie toujours un message. Je vous invite à aller écouter ce que j'ai eu à dire par rapport au Gabon. D'ailleurs, aujourd'hui, les langues commencent à se délier au Gabon. On dit que la prestation, comme je l'ai dit, le premier jour où il a prêté serment, j'ai dit c'est une prestation folklorique qui est dénudée de tout sens, qui n'a aucun fondement juridique, qui n'a aucune légalité sur le plan du droit, et que c'est une marionnette de la France. Aujourd'hui, les Gabonais sont en train de se rendre compte que Brice est le pion de la France qui a été placé par la DGSE au Gabon. Et que Brice n'est rien d'autre qu'une marionnette pire que la dynastie Bongo. On y reviendra un autre jour. Alors donc, voilà un petit président pervers qui parle de démocratie. Alors que le fondement de la démocratie, c'est la contradiction. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? On discute. Chacun fait prévaloir ses idées. C'est sur la base idéologique qu'on arrive à porter un jugement. Pour qu'une démocratie, pour mesurer, ou du moins pour voir la force d'une démocratie, c'est la puissance de la contradiction qui nous amène à dire que cette démocratie, elle est solide ou elle n'est pas solide. Parce que si vous résistez et que, quelles que soient les contradictions, vous utilisez les idées pour défendre votre position, alors on peut dire que votre pays repose sur une base solide de démocratie, telle que, par moment, on le voit aux États-Unis. Mais en France, le seul président de toute l'histoire de la France à avoir fait usage du 49.3 à 11 reprises, je dis bien à 11 reprises depuis son élection, 11 reprises. C'est-à-dire que dans son gouvernement, ou en tout cas sa façon de gérer la France, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de compromis.
Alors, c'est lui qui nous parle de démocratie dans nos États, quand lui-même il refuse la démocratie chez lui. Il fait passer les lois en force par le 49.3. Est-ce qu'il peut nous donner une leçon de démocratie si ce n'est pas vraiment fait preuve d'une malhonnêteté et d'une immoralité sans précédent? On continue. Le Gabon, il y a eu un coup d'État. Il dit on ne parle pas des doubles standards, mais Dieu ne parle pas du Gabon. Pourquoi le Gabon s'est passé sous silence? Pourquoi le Gabon, même la communauté des États de l'Afrique centrale, n'ont posé aucune condition? Il n'y a pas de sanction. La seule sanction, à ma connaissance, aujourd'hui sur le Gabon, c'est la suspension du Gabon par l'Union africaine. L'Afrique centrale n'a pris aucune décision contre le Gabon. Encore moins la Banque centrale des États de l'Afrique centrale. La BCE, quoi, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais chez nous, que s'est-il passé? On a donné l'ordre à l'UMOA de fermer les comptes d'opération du Niger. On empêche les banques commerciales de coopérer avec le pouvoir en place. Et c'est ce président idiot qui nous parle de démocratie. Est-ce qu'en démocratie, c'est ce qu'on demande? Si en démocratie, des gens font un passage en force, viens toujours avec le verbe démocratique. Viens toujours dans la philosophie de la démocratie et discute. Ils ont pris des armes, ils se sont imposés. Toi, tu n'as pas besoin de venir avec des armes. Si tu es réellement un démocrate, tu viens avec les idées pour les amener à comprendre que l'acte qu'ils ont posé n'est pas normal. Et le fait de parler, parce qu'on dit la parole est plus tranchante que un couteau à double tranchant. La parole pénètre. On peut couper avec un couteau, on peut soigner, ça peut guérir. Mais il y a des paroles, quand on vous blesse avec jusqu'à la mort, vous ne les oublierez jamais. Donc la parole est une arme efficace. Alors pourquoi les sanctions ont été prises contre le Niger et puis il vient nous parler de double standard? Mais quand tu nous parles de double standard, président pervers, qui n'a pas eu honte de marier sa propre grand-mère, est-ce qu'il peut nous parler un peu du Gabon? Parce que le Gabon, c'est sur le continent africain. Je suis désolé, le Gabon, ce n'est pas en Europe, ce n'est pas en Océanie, ce n'est pas en Amérique, ce n'est pas en Amérique latine, ce n'est pas en Chine, ce n'est pas une monarchie du Golfe. Le Gabon se trouve en Afrique centrale, à quelques kilomètres du Mali. Alors, pourquoi au Niger, on frappe et au Gabon, on caresse? Qu'on nous explique. On ne pourra pas nous l'expliquer, parce que ça ne tient pas là-haut. D'abord, soyez salués. Je remercie les uns et les autres. Le travail que nous faisons n'est pas aussi facile que ça. C'est la communication, c'est la persistance, c'est la détermination, c'est l'engagement. Et surtout, c'est d'avoir la vérité avec soi. La vérité qui sera notre seul cheval de bataille. Parler même si ça fait mal, sans détour, mais dire la vérité. Et tant que vous êtes dans la vérité, peu importe qui veut vous attaquer, peu importe qui veut vous humilier, peu importe qui veut vous ridiculiser, Dieu ne le permettra jamais. Parce que c'est le Dieu de la vérité et de la justice et qui se tient derrière la vérité. C'est cette vérité-là que nous allons défendre. La vérité pour que nos États soient véritablement souverains et indépendants. On en a besoin. Je continue. Voilà aujourd'hui, vous avez entendu, mais il y a d'autres informations. Je ne sais pas si je pourrais, parce qu'on a beaucoup de choses à développer. On doit parler de comment on appelle ça, de la rupture des accords d'Alger. Les groupes rebelles ont décidé unilatéralement de rompre. On va en parler, mais je vais voir si on pourra. Donc, on ne pourra pas faire passer tous ces éléments. Je vais vous faire écouter seulement quelques points saillants et puis on va continuer. Pour vous amener à la simple logique que il y a une honte. Ils ont honte. Mais en même temps, vous dire que ne dormons pas et ne croyons pas que ceux-là, ils sont en train de chercher tous les moyens. À l'heure actuelle, je vous parle, la bande ici, l'information que j'ai ici, dans l'information, il est dit clairement, et c'est à Abidjan, la journaliste française, je ne sais même pas
Quel est son niveau d'éducation, son niveau scolaire, je ne sais pas trop. Merci beaucoup. Du côté de... Ici, là, c'est grave, hein, mon Dieu. Alors donc, ils disent, quand on pose la question en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils ont déjà déployé des soldats. À peu près 1 millier de soldats sont déjà présents au Bénin. Et qu'à tout moment, ils peuvent attaquer le Niger. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est ici. On va écouter. Florence Okelly, c'est évidemment cette phrase pris en otage que tout le monde aura retenue, qui provoque une forme d'inquiétude. Vous avez pu échanger avec lui aujourd'hui. Comment va-t-il? Dans quelle disposition est-il? Alors, il va bien. Il va bien, compte tenu des circonstances, bien sûr. C'est très clairement quelqu'un qui a une grande force de caractère. C'est ce qui ressort de nos échanges. Hein. On a longuement échangé sur ces mots, bien sûr, d'Emmanuel Macron, sur ses conditions de vie qui sont très difficiles, qui sont très compliquées. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Alors, donc, il a l'air d'aller bien, de garder bon moral. Ça, bien sûr, c'est important. Ça fait quand même 50 jours maintenant que ce coup d'État a eu lieu. Il ne s'appesantit pas sur ses conditions de vie difficiles. Ça n'a pas l'air d'être sa personnalité. Une personnalité très clairement qui est forte. Un diplomate, vous l'avez dit, expérimenté. C'est aussi... Tu sais, quand c'est eux, les Français, avec la gueule qui pue la merde, on dirait des porcs, ils se donnent toutes les qualifications possibles. Mais écoutez très bien, elle va glisser quelque chose. C'est ça qui a retenu mon attention. Je vais vous laisser écouter et puis on va développer. C'est aussi quelqu'un manifestement de sympathique et d'optimiste. Hein, ça ressort de sa façon de s'exprimer, de ses mots. Il arrive même à transmettre à distance de la bonne humeur, ce qui est quand même fort quand on sait ce qu'il vit ces dernières semaines. Et ça explique sans doute aussi comment... Bon, vous savez, je vais m'arrêter là. Quand vous entendez cette petite fille-là, c'est bidon, c'est faux. C'est ce qu'on a ça. On utilise les plateaux chez eux. Voilà pourquoi très souvent. Facebook, faites beaucoup attention, partagez, parce que vous ne partagez pas beaucoup. On est vraiment attaqué sur Facebook. Je ne suis pas en train de lire les commentaires. Je suis en train de faire mon direct parce que lire les commentaires, c'est pas intéressant. Hein? Donc, je ne suis pas en train de lire les commentaires. Donc, les gens peuvent perdre leur temps à écrire tout ce qu'ils veulent. Je ne suis pas en train de lire les commentaires. Mais je demande à mes administrateurs de dégager toutes les brebis galeuses et de demander à tous ceux qui sont actuellement connectés sur Facebook. Bon, si on fait la somme, hein, on a à peu près... bon, ici, on a... Ouf, là, je sais pas, on a combien là? Ici, on est... Là, YouTube, là, YouTube et TikTok, là, ils sont graves. Pour la première fois, on a un chiffre record ici qui dépasse l'imagination. Alors, donc, continuez de partager, je vous en prie. Les nouvelles personnes, abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous, suivez-nous, aimez. N'oubliez pas les pouces bleus. Poussez au maximum. Ils veulent perturber le direct au niveau de Facebook, mais on est déjà sur YouTube et TikTok. OK? Donc, si vous ne voulez pas qu'ils arrêtent, alors réagissez au niveau de Facebook. Parce que même s'ils arrêtent Facebook, on va continuer sur YouTube et puis TikTok. Maintenant, sur TikTok, on peut faire les directs. Donc, je suis en train de faire un direct sur TikTok, YouTube. Voilà. Merci beaucoup du côté de YouTube. Alors, ici, c'est l'art de la communication. Faire croire que malgré tout ce que vous faites, malgré toute la pression, c'est un bon diplomate. Il a reçu une formation. C'est ceci, c'est cela. Mais on a vu le visage de ce diplomate. Le jour où il faisait sortir sa poubelle, on a vu son visage. Quand ils ont bloqué l'eau là, ils étaient en haut là, leur espoir, on a vu son visage. Donc cette communication a tendance à briser, hein, à faire croire que malgré tout ce que vous faites, il tient sur ses deux pieds, il tient debout, peu importe ce que vous allez faire. Mais à la fin de leur truc là, parce que je ne vais pas tout faire passer, on n'a pas le temps pour ça, eux-mêmes ils vont reconnaître que Macron doit mettre balle à terre. Que c'est terminé, le coup d'État est consommé. Laurent Gbagbo a dit, le coup d'État est consommé. Arrêtez de blaguer Bazoum, il ne reviendra plus au pouvoir. Mais il y a quelque chose de fondamental que je voudrais que vous écoutiez ici. Aussi comment il tient le coup dans ces conditions qu'on sait extrêmement volatiles. Lui qui ne peut donc plus sortir de l'ambassade, qui ne peut plus non plus rien y faire rentrer. Ça c'est important. Alors combien de temps ça peut durer ?
C'est toute la question. Bien sûr, lui, il dit, en substance, voilà ce qu'il m'a dit tout à l'heure, tant que le président lui demande de rester, il reste. Hein, à la demande du président de la République, je reste. Donc, tant que le président lui dit de rester, il reste. Donc, finalement, c'est devenu un bras de fer, non pas entre deux États, mais entre un individu et un pouvoir. Parce qu'il a subi tellement d'humiliation, tellement d'affronts. Il a été chassé du Mali et du Burkina. Donc, être chassé du Niger, ce sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et lui, Macron, il n'est pas prêt à accepter cela. Mais le petit ridicule, le petit président idiot qui marie sa programme, il n'a rien compris. C'est l'heure de Dieu, c'est l'heure de... Quand l'heure de quelque chose arrive, c'est arrivé. Il peut garder son ambassadeur, mais après, les gens sont en train de le dire. Parce que j'ai commencé mon intervention avec quoi? La présence du ministre des Affaires étrangères du Niger, nommé par le premier ministre Zen, et autorisé par le président de la République, le président de la transition, le général Tiani. Donc le ministre des Affaires étrangères, là, pourquoi la France, regardez bien comment la France est idiote, regardez, écoutez, à la Bitakadio, aujourd'hui là c'est doux, Macron, tu vas pas diarrhée aujourd'hui, il va porter couche de sa grand-mère là. Venez écouter, Macron, viens écouter, tu as porté couche aujourd'hui. La ministre des Affaires étrangères de la France a donné une conférence de presse à New York aujourd'hui. Elle a parlé de Bazoum qui est pris en otage. Regardez bien, écoutez, je vous en prie, écoutez. Je ne suis pas leur camarade. Je ne suis pas le camarade de Macron. Je vais le déshabiller ici tout à l'heure. Mais pourquoi, je vous demande, pourquoi, je répète, pourquoi, TikTok, je pose la question, je vous regarde, pourquoi Facebook, pourquoi YouTube, pourquoi quand la ministre française des Affaires étrangères, Caterina Colonna ou bien quoi là, partait à New York, mais je crois qu'il y a le premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Niger qui est en France. Pourquoi elle ne l'a pas amené avec lui et dit, voilà le véritable, puisque vous dites qu'on ne reconnaît pas ceux qui sont au pouvoir. Donc vous devez logiquement amener avec vous aux Nations Unies le premier ministre intérimaire du gouvernement déchu et le ministre des Affaires étrangères. Lui, il devait avoir normalement ce qu'on appelle un incident diplomatique. La France aurait pu imposer peuple noir, peuple africain. Alors, ça. J'ai dit, ils sont petits. Est-ce qu'ils peuvent aller à nous? On va continuer encore. Pourquoi le premier ministre intérimaire du Niger, l'handicapé là, qui insultait toujours le Mali là, lui qui a un pied qui est plus long que l'autre là, qui est en France là, lui qui nous a toujours insulté là. Mais il est en France aujourd'hui. Et il continue de passer sur les plateaux de télévision. Alors, on le traite comme étant le premier ministre intérimaire du Niger. Je suis parfaitement d'accord avec Macron. Mais alors, là où il y a le problème, pourquoi ils ne l'ont pas pris et puis ils sont allés lui à New York? Pour dire, non, celui qui est venu là, il est nommé par les putschistes là. La communauté internationale ne le reconnaît pas. Voilà celui qui est nommé par Bazoum, que la communauté internationale reconnaît, parce que Bazoum, dès l'instant où ce petit premier ministre ridicule, ce grigou irresponsable, inconscient, manipulé, je vous ai dit ici, le véritable pouvoir, on saura où ça se trouve. Je vous ai dit, le véritable pouvoir, c'est à Niamey. Je vous ai dit, le véritable pouvoir se trouve entre les mains du général Tiani. Je vous ai dit, le véritable pouvoir, c'est à Niamey que ça se passe. Si Macron a la grande gueule, c'est son problème. Est-ce que l'ambassadeur de Chine n'a pas été reçu par le premier ministre Zen et le président Tiani? Si. Est-ce que la Russie n'a pas envoyé son ministre délégué de la Défense rencontrer le ministre de la Défense du Niger et le président Tiani? Oui. Est-ce que la Turquie,
tous les pays que vous connaissez là, est-ce que leurs ambassades là, qui sont accréditées à Niamey là, quand on les appelle pour une réunion diplomatique, ils viennent ou ils ne viennent pas? Ils vont. Donc c'est la France seule qui est dans son petit coin, dans son petit monde. Est-ce que nous, ça nous effraie? Pas du tout. Est-ce que ça nous intéresse? Pas du tout. Alors voilà un pays qui n'a aucun moyen diplomatique sur la scène internationale, à part que annuler des visas, mais que nos étudiants, on dit c'est devant les difficultés que l'homme se crée. C'est devant les difficultés qu'on devient véritablement un être. Devant les difficultés qu'on découvre que Dieu nous a dotés d'un talent inestimable. Si la France nous refuse son pays et si la France nous refuse son accès autant pour moi, hey, la France c'est le seul pays. Est-ce que c'est le seul pays? Est-ce que la France est le seul pays où on peut étudier? La France n'est pas le seul pays, mais allez-y dans un autre pays. Si la France se refuse, allez dans un autre pays. Si la France se refuse, allons dans un autre pays. Est-ce qu'on est obligé d'aller en France? Bon, dans le cas échéant, est-ce qu'on est obligé même d'aller étudier en France même? Non, on n'est pas obligé. Faites monter le mercure. Parce que on n'a pas encore parlé du Mali. Pour le moment, c'est le Niger. La force de frappe arrive. Partagez, je vous en prie. Alors donc, la France peut garder ses visas et en faire ce qu'elle veut. Nous, on s'en fout éperdument. Je n'ai jamais étudié en France, mais je ne crois pas qu'un petit Français soit mieux placé que moi pour parler. En tout cas, vraiment, bon, on laisse ça comme ça. Sinon, chacun connaît son chacun. Alors donc, voilà un pays qui a gueulé, piaillé, hurlé, et dans le fond, c'est un pays qui est incapable de déplacer une pierre, incapable d'agir. Parce que si la France avait cette force, cette capacité d'agir, la France aurait dû amener avec elle. C'est là que Bazoum doit comprendre que la France ne peut rien pour lui. C'est là que la fille de Bazoum doit comprendre que la France ne peut rien pour son père. C'est là que le premier ministre handicapé qui traîne dans les rues de Paris doit comprendre que la France ne peut rien pour lui. C'est là que l'ambassadrice qui est en train de lancer des défis au pouvoir de Tiami, qu'elle comprenne que la France ne peut rien pour elle. Sinon, la France allait créer un incident diplomatique à New York pour imposer le ministre des Affaires étrangères et premier ministre intérimaire de Bazoum. Mais la France n'a pas été à la mesure de le faire, donc c'est pratiquement zéro et c'est nul. Que vaut la France à pas piailler, à pas gueuler? Que vaut la France à pas aller s'asseoir dans les salles de classe pour pervertir la conscience morale de nos enfants? Que vaut la France? Voilà ce que vaut réellement la France. Je vais vous faire voir ce que vaut la France réellement. Une image qui peut-être, voilà ce que vaut la France. Il y a des parents, est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est... Voilà la qualité de président que la France a, qui va dans les maternelles, et ça c'est une maternelle, je crois que les gens en France, ma voix a été entendue parce que j'ai demandé à des parents de porter plainte. Je crois que les parents se sont constitués en partie civile et ils sont en train de porter plainte, je crois, contre Emmanuel Macron. Regardez ici. Et là, il est assis, il parle de quoi? Il parle d'homosexualité à des petits-enfants. Regardez. Il parle ici de quoi? D'homosexualité à des enfants. Et les gens se sont constitués, je crois qu'ils sont en train de porter plainte contre lui pour dire que ce n'est pas normal de s'attaquer aux enfants de cette manière-là. Et c'est indigne d'un président. Voilà, c'est ce président-là qui est en train de ressusciter Gomorrhe et Sodome dans l'esprit des gens et qui croit qu'il va mener un combat et puis il va gagner ce combat. On vous a dit que le combat de Liptako Gourmand, Dieu lui-même, il a sa main dedans. C'est un combat où Dieu lui-même, il a sa main dedans. Donc,
Pour dire au peuple du Niger, premièrement, soyez vigilants aux frontières par rapport à ces aides humanitaires. Contrôlez et veillez tout véhicule humanitaire, fouillez, fouillez et fouillez. Il y a la feuille de route, vous prenez, vous regardez, vous contrôlez toutes les informations qui sont données. Maintenant, s'il y a une anomalie, ça veut dire que l'aide humanitaire internationale est en complicité avec les déstabilisateurs du Niger. Donc, il faut veiller à la frontière et continuer de veiller à l'intérieur de Niamey. Veiller et les jeunes gens continuent toujours leur manifestation devant le camp militaire parce que c'est le camp militaire 101 où se trouve la base française. Mais à la fin de la vidéo, vous allez entendre les Français dire que quoi qu'il en soit, Macron ne peut pas gagner ce bras de fer avec le Niger parce que la réalité du pouvoir aujourd'hui se trouve avec le général Tiani. Donc, il serait intéressant pour la France de commencer à négocier que de vouloir s'engager dans un bras de fer où la France est certaine de perdre. C'est ce que nous disons quand vous ne tirez pas les leçons de l'histoire, quand vous êtes encore rempli de vanité, d'orgueil, et que vous n'avez pas la modestie ni l'humilité, vous allez certainement à votre perte. Alors, en voulant déstabiliser le Niger, maintenant la France réactive maintenant les anciens rebelles, disons, les rebelles du Nord. Maintenant, nous allons parler du Mali. Nous allons parler du Mali. J'ai préféré garder la dernière partie qui est toujours la meilleure. Nous allons parler du Mali. Nous allons parler du Mali. Ce qui se joue aujourd'hui dans notre pays. Pourquoi le nord du Mali est devenu cette cible-là, la cible des rebelles Touaregs qui ont décidé de s'allier avec les terroristes pour attaquer notre pays. J'ai du mal à comprendre que même si on n'aime pas son pays, même si on n'aime pas son pays, je le répète, ce n'est pas une raison pour sceller une alliance avec des hommes sans foi ni loi pour venir tuer et s'aimer la désolation dans le pays. Ils ont fait une déclaration de guerre à Assimi Goïta et je voudrais que le président, je l'ai dit la dernière fois, que le président Assimi Goïta tire toutes les leçons et toutes les conséquences de la situation de ce qui, c'est dans les deux cas, Bourem et puis Léré. Léré, je vais développer un peu, Bourem aussi, les deux simultanément, pour vous permettre de comprendre un peu ce qui est en train de se jouer. La France, qui est en train de perdre visiblement dans le Sahel, a dit aux rebelles Touaregs, ceux qui sont encore manipulés, merci beaucoup du côté de YouTube, continuez à partager, faites monter le mercure. Infiniment merci à TikTok pour une première fois, vraiment on a cassé la baraque. C'est Facebook qui a beaucoup attaqué et depuis on a atteint certains chiffres là, on ne peut plus bouger. Mais partagez pour que ça décolle. Partagez, partagez, partagez. Alors, je reviens pour dire ceci. Le Mali l'a dit à travers le ministre Abdoulaye Diop, Safoula Abdoulaye Maïga. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga a eu à le dire. La France veut ressusciter les événements de 2012, 2011, où on a attaqué Kadhafi, et 2012, les rebelles Touaregs accompagnés des mêmes mercenaires criminels assassins, avec la bénédiction de l'Algérie à l'époque, sont passés par le Niger
avec le soutien aussi de Maman Issoufou, pour essayer d'attaquer le Mali. Et c'est dans cette lancée qu'ils ont pu récupérer une grande partie du nord du Mali. Et quand ils ont récupéré l'alliance qu'ils avaient avec les terroristes, vous nous aidez à chasser l'armée malienne de ce que eux-mêmes ils ont présenté comme la Zawad. Et le reste, nous, ça ne nous regarde pas. Si vous voulez, allez-y prendre Bamako, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut créer notre État, la Zawad. C'est l'accord qu'ils avaient avec les terroristes. Mais on ne scelle pas le pacte avec le diable. Puisque les mêmes rebelles de la Semala, les mêmes rebelles Touareg, c'étaient les anciens militaires de Kadhafi. Aussi bien des jeunes Nigériens aussi. Donc, comme Dieu se souvient toujours de ses enfants, en 2012, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont lancé les rebelles après avoir récupéré leur Azawad. Les terroristes criminels disent, maintenant nous on va aller prendre Bamako pour en faire notre État, notre califat. C'est parce que la France n'avait pas mesuré la gravité de la situation. C'est dans ce mouvement-là, avec la prise au pouvoir du capitaine Aya Sanogo, l'avènement de Dionkouda à la transition, Alassane Ouattara à l'époque, après les bombardements et le soutien de la France pour renverser le président Laurent Gbagbo, qui s'était autoproclamé avant de prendre le pouvoir par la force, était le président de la CEDEAO, et on sait ce qui s'est passé. Donc, la France aujourd'hui croit certainement, ils veulent tester la force de frappe de notre armée. Ils veulent tester la puissance de feu de notre armée. C'est pourquoi nous disons au colonel Assimi Goïta, la charte a été signée, c'est vrai. L'Alliance des États du Sahel, il est temps que l'Alliance rentre en action. Et du côté du Burkina Faso et du côté du Niger, de créer un genre de tenaille du côté du Mali, du côté du Burkina, du côté du Niger. Que l'Alliance commence à opérer. Le Mali n'a pas encore dit son dernier mot, donc, mais que l'Alliance commence déjà à s'apprêter à apporter main forte aux trois États respectifs. Il s'agit pour nous, c'est important, je le dis, il s'agit pour nous de nous battre pour notre survie. Parce que si on ne se bat pas comme il se doit pour préserver notre État, ce n'est pas seulement le Mali, ce n'est pas seulement le Burkina, mais une grande partie du Mali va se retrouver déstabilisée. Mais comme c'est dans la déstabilisation que ceux-là nous volent et nous pillent, parce que c'est dans l'anarchie, c'est dans la division qu'eux peuvent s'enrichir, il faut créer le maximum de désordre dans le nord du Mali, il faut empêcher la stabilité du Mali, il faut empêcher la stabilité du Burkina, du Niger, il faut empêcher la stabilité du Sahel, sinon c'est notre mort. Donc la France qui arme, parce que dans l'attaque de Bourem, à moins que je ne m'abuse, mais ceux qui ont été abattus, il y a dans les corps, il y a des corps d'hommes blancs dedans. D'après les informations qu'on a reçues, il y a des corps d'hommes blancs. Je ne dis pas des Français. Ça peut être des mercenaires, ça peut être des Français. L'attaque de Bourem était planifiée. L'attaque de Bourem était une attaque très complexe. Et prendre Bourem serait très très significatif. Et la prise de Bourem et de Léré, si jamais c'était le cas, allait permettre à d'autres mouvements terroristes,
Parce que ce qui se passe dans le nord du Mali, je voudrais interpeller tout le monde. Chaque fois quand ils prennent, ils disent on a pris, alors que c'est faux. L'objectif, quand ils disent on a pris et que c'est leur propagande, c'est d'interpeller les autres terroristes dans d'autres régions du monde par solidarité. Venez nous aider. Venez nous aider à conquérir. Venez nous aider à prendre. Venez nous aider à préserver ce qu'on a pris. Donc, il faut savoir qu'ils ont pris Bourem, ce qui est faux. Il faut savoir qu'ils ont pris Léré, ce qui est faux. Ils n'ont pris ni Léré, ni Bourem. Évidemment, quand vous venez surprendre quelqu'un, une personne qui ne s'attendait pas à vous voir, vous venez, vous agissez d'une certaine manière, vous tapez, mais évidemment que la personne, dans un premier temps, sera un peu sonnée. La personne sera un peu sonnée, le temps de se ressaisir. Vous venez par le dos et puis vous donnez un coup de poing sur la nuque de quelqu'un. L'intention, c'est d'évanouir la personne ou de tuer la personne. Mais sous le choc, la personne est tout de suite, elle est un peu sonnée. Mais les secondes qui suivent, elle se ressaisit et puis elle vous regarde, elle vous fait face. C'est ce à quoi on a assisté dans nos camps. Quand ils viennent par surprise, ils attaquent, évidemment, on ne s'y attend pas. Alors, cela lance toujours la question de la surveillance de nos camps par nos drones. C'est pourquoi je vais encore lever la voix vers les autorités compétentes d'acquérir des drones de surveillance. Il y a des drones de surveillance qui ne coûtent pas aussi cher que ça. On peut acheter une centaine. Je dis bien, le Mali peut s'offrir le luxe d'acheter 100 drones de surveillance. Ça dépend avec quel pays on veut acheter. Et en ce moment-là, ces drones-là restent au ciel 24 heures sur 24 et sont relayés. Des drones de surveillance qui couvrent toutes nos bases, toutes les bases. Donc, dès qu'il y a un mouvement en approche, automatiquement, l'opérateur envoie un message. Je ne sais pas comment la transmission va se faire pour ne pas faire sortir des secrets d'État. La transmission automatiquement. Donc, le Mali peut aujourd'hui se permettre au minimum 50 drones de surveillance. J'ai dit bien au minimum 50 drones de surveillance. On peut les avoir. Pour que au moins sur chaque base, on ait au minimum 3 à 4 drones de surveillance qui se relaient chaque 6 heures ou chaque 8 heures. Si c'est chaque 8 heures, alors il nous faut 3 drones par base. Ça dit, ça fait 24 heures. Pour que les drones en haut restent stationnés pour surveiller toutes nos bases. Et à 5 km à la ronde, un rayon de 5 km, donc tout ce qui bouge, le drone voit, il filme et puis il envoie directement. Et les données sont traitées et puis transmises tout de suite à l'état-major. Pour dire aux gens, attention, il y a des gens qui s'approchent. De jour comme de nuit, 24 heures sur 24. C'est la demande que j'avais faite. Voilà pourquoi j'avais demandé à notre sponsor Fatmata Batili-Nyang, de mouvement Ambicor, qui continue de faire des heureux, de continuer ce qu'elle a commencé. Elle peut sauver des vies en offrant des drones de surveillance à l'armée malienne. Je réitère mon appel à l'endroit d'Ambicor. Elle peut sauver des vies. Elle peut sauver des vies. Elle peut aider aussi en donnant ne serait-ce que 2 à 3. Et que on mette ensemble un système pour demander à chaque opérateur. On ne fait pas une obligation. Que l'armée demande à chaque opérateur économique recensé dans ce pays d'équiper l'armée malienne d'un drone de surveillance. Je dis bien que l'état-major des forces armées du Mali, bien entendu, après avoir pris attache avec la hiérarchie, demande à chaque opérateur économique au Mali d'équiper l'armée, que chaque opérateur économique donne 1 ou 2 drones de surveillance. Je dis bien 1 ou 2 drones de surveillance à l'armée malienne. On va se retrouver tout de suite avec une centaine. Au minimum, on se retrouve à 200 drones, parce qu'ils sont beaucoup. Hein. Ils valent au moins 500, les opérateurs économiques là. Si vous rentrez dans le grand marché là, on ne force personne, mais c'est une proposition que je fais. Chacun doit aider. On peut soutenir, on peut accompagner. C'est pourquoi je réitère mon appel à l'endroit de Ambicor, de Fatmata Batili-Nyang. Je réitère mon appel à l'endroit d'Ambicor
pour équiper notre armée d'au moins 1 à 2 drones de surveillance. Parce que nous avons besoin de ces drones de surveillance pour minimiser les pertes en vie humaine et anticiper les actions de l'ennemi. Avec ces drones, nous avons la possibilité d'anticiper les actions de l'ennemi. C'est-à-dire les criminels, les rebelles qui se sont alliés avec les terroristes. Soyons honnêtes, il n'y a plus d'accord d'Alger. Les accords d'Alger sont morts. Que le président Assimi Goïta tire les leçons et qui se disent qu'il n'y a plus d'accord qui tiennent. Je le répète, que le président Assimi Goïta se dise qu'il n'y a plus d'accord qui tiennent. Il n'y a plus d'accord d'Alger. Les accords d'Alger sont morts. Maintenant, il faut protéger l'État. Il faut protéger la souveraineté. Parce qu'il faut chasser ces criminels-là jusque dans leur dernier retranchement. Ça veut dire quoi? Jusque dans leur tombe. Il ne faut pas leur faire cadeau. Il faut les frapper à tous les niveaux. Donc j'interpelle le président Goïta. Il n'y a plus d'accord d'Alger. Les accords d'Alger sont morts. La CEMA dit, elle se retire. Donc il n'y a plus d'accord d'Alger. S'il n'y a plus d'accord d'Alger, rien ne nous retient pour en finir avec ces criminels. Rien ne nous retient pour une fois, une bonne fois et définitivement enterrer ces rebelles Touaregs dans le nord du Mali. Rien ne nous retient. Donc moi, je réitère mon appel au président Assimi Goïta afin qu'il prenne les dispositions et qu'il tire toutes les leçons. C'est vrai que par moment, quand on est président, ce n'est pas facile de donner l'ordre. Parce qu'en donnant l'ordre, vous avez autorisé qu'on tue. Mais il y a des moments où on n'a pas le choix. On est obligé de donner l'ordre de tuer. Il faut tuer un pour préserver le plus grand. Il faut tuer un pour préserver la souveraineté. Il faut tuer un pour préserver l'intégrité territoriale. Mais si c'est le cas, il faut les tuer. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un jeu de dire qu'il faut. Non, mais c'est leur attitude qui impose une prise de conscience et une grande responsabilité de la part de nos dirigeants. Bourem, l'objectif de l'attaque de Bourem, c'était un appel à la droite. Parce que ce que vous ne comprenez pas, les terroristes, il y a une certaine rivalité entre les terroristes. Ils se regardent, ils s'observent. Donc, quand vous menez une certaine attaque, automatiquement, vous pouvez vous attirer soit la faveur d'un groupe rival qui vient vous aider, soit il vous combat. Il dit, comme vous avez échoué, moi je vais venir prendre. Ou bien, comme vous avez échoué, je viens vous aider. Donc, ces attaques-là n'ont d'objectif, parce qu'aujourd'hui, les rebelles eux-mêmes, ils n'ont pas les hommes qu'il faut aujourd'hui. Parce que beaucoup, pourquoi la CEMA a fait alliance avec les groupes terroristes? C'est parce que beaucoup de jeunes gens ont quitté. Parce que beaucoup de responsables Touaregs ont compris. Mais les extrémistes manipulés par la France, les extrémistes manipulés par Macron qui font croire que si l'amunissement passe, c'est fini pour vous. Ce qui est absolument faux. Donc, pour essayer de créer, de forcer les Nations Unies à rester dans le Nord, il faut faire ces attaques. Et s'ils avaient réussi, alors les Nations Unies allaient revoir leur intention de quitter le Mali. En tout cas, même s'il fallait rester dans le nord du Mali, ils allaient rester dans le nord du Mali, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Ils sont restés entre Bouaké et ils sont restés au niveau d'Abidjan pour empêcher les rebelles de descendre de Bouaké sur Abidjan et empêcher Abidjan de monter pour aller combattre les rebelles. Donc, ils ont coupé la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a envoyé la scission de la Côte d'Ivoire avec les Nations Unies. Et c'est à ça qu'ils veulent arriver, en fait. C'est ça l'objectif de la France. Créer cette situation d'insécurité, d'instabilité pour amener les Nations Unies à dire nous allons rester dans le Nord et créer une ligne de démarcation entre les rebelles et les Maliens. Donc, l'objectif des rebelles, s'ils réussissaient, c'est d'imposer les Nations Unies à rester là comme ligne. Alors donc, notre pays serait de facto divisé. Cette division qu'on ne voulait pas allait avoir lieu forcément.
C'est pourquoi nous devons remercier nos forces de défense et de sécurité, ceux qui, en défendant la patrie, ont donné leur vie. Rappelons-nous qu'ils avaient des enfants, qu'ils avaient des épouses, qu'ils avaient des parents, des amis. Donc, accompagnons-les avec les prières. Et les enfants qu'ils ont laissés, ne les oublions pas. Faisons en sorte de pouvoir soutenir ces enfants-là, les accompagner dans leur cursus scolaire autant qu'on peut. C'est en cela que nous disons encore bravo et infiniment merci à Ambiko de Fatoumata Batouli-Niang qui se souvient que des soldats ont donné leur vie pour que nous soyons en paix. Qui se souvient que des soldats ont pris des armes pour protéger la patrie. Et à cet effet, nous disons merci infiniment à Fatoumata Batouli-Niang et à son mouvement Ambiko, qui continue de soutenir la transition par tous les moyens. Alors, il appartient à chacun de nous, à chacun de vous, à chacun d'entre nous, de jouer son rôle. Votre rôle sur TikTok, c'est de vous abonner, de nous suivre, d'aimer, de partager et de faire découvrir la page Keita Chakoumar TikTok au monde entier. Sur Facebook, votre rôle, c'est de partager. C'est d'abord de vous abonner et ensuite de nous suivre, sans oublier de nous faire découvrir sur les plateformes des réseaux sociaux et dans tous les groupes que vous connaissez à travers le monde. YouTube, infiniment merci. Nous avons commencé l'aventure il n'y a pas longtemps, mais nous avons construit déjà une très belle communauté avec un nombre conséquent d'abonnés au niveau de YouTube. Merci infiniment. Merci. C'était la première expérience avec TikTok. Et nous voyons que beaucoup aimé ce que nous avons fait. C'est pourquoi nous demandons toujours à nos autorités de mesurer pleinement la gravité de la situation du Nord et de s'assumer. Jusqu'à présent, j'estime que le gouvernement d'Assimi Goïta fait le maximum avec beaucoup de retenues. Nous avons en face de nous, Monsieur le Président, des criminels qui ne méritent pas votre respect, Alors, il faut les combattre. Ces criminels, il faut les combattre jusque dans leur dernier retranchement. Ils ne méritent pas notre compassion parce que c'est des hommes sans foi ni loi qui se sont associés, qui se sont liés d'amitié avec des terroristes et des criminels qui violent et tuent nos femmes, qui violent et tuent nos enfants, qui détruisent nos récoltes et qui tuent notre bétail. Et l'armée malienne a joué pleinement son rôle. J'ai vu que l'armée malienne a l'organisation non gouvernementale des droits de l'homme, on les attend au retour pour nous dire pourquoi l'armée est en... Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore fait le décompte final. Combien de soldats nous avons perdus, combien de blessés il y a et combien de terroristes nous avons liquidés. On n'a pas encore fait le décompte, on continue encore les ratissages, mais ce qui est certain, notre armée est à la hauteur. Notre armée est professionnelle, notre armée est combative, notre armée a relevé le défi et notre armée mérite respect et considération parce que notre armée se bat aujourd'hui avec honneur, avec fierté, avec bravoure, avec détermination, avec engagement. Et nous demandons au président Goïta d'aller beaucoup plus loin. Il faut éradiquer le mal. Il faut couper la tête du serpent. Monsieur le président Assimi Goïta, il faut couper la tête du serpent, c'est-à-dire décapiter le MNLA, décapiter tous ceux qui se disent Sema ou n'importe quelle merde de nom qu'ils se donnent dans le Nord. Il faut les décapiter du plus petit au plus grand. Parce que ce sont des vermines qui sont sans foi ni loi, qui veulent détruire notre nation. Et on ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi je termine mes propos avant de revenir à Fatoumata Batouli, demander au président Goïta de s'assumer pleinement. De s'assumer pleinement et de défendre l'intégrité du territoire, la vie de chaque citoyen et de chaque citoyenne. On remercie le gouverneur de Gao pour les décisions qu'ils ont prises. En même temps, on a appris qu'à Gao, il y a des radios de proximité qui créent la psychose au sein de la population. Akma Foliga Geleme,
nous de fois n'a pas dit d'obéir, les grandes oreilles. J'ai vu quelqu'un qui est venu publier. Il faut supprimer la publication toi-même, sinon je te bannis du groupe. Tu ne peux pas venir faire l'apologie du terrorisme dans notre groupe. Et les radios de proximité appelées radios locales à Gao, je crois, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, les jeunes de Gao qui m'entendent, vous avez le droit à une information, mais la saine information. Ce n'est pas la liberté de la presse, mais c'est le cafouillage, la cacophonie et la psychose au sein de la population. Donc, monsieur le gouverneur, vous devez aller plus loin que ça. S'il y a des radios qui ne sont pas conformes, il faut les fermer, c'est tout. Vous avez l'autorité morale pour ça. Vous avez l'autorité politique pour ça. Vous saisissez les juridictions compétentes et puis vous fermez les radios qui ne font pas, qui créent la psychose au sein de la population. Les radios qui travaillent de concert avec les terroristes pour distiller des mauvaises informations, il faut tout simplement bannir et fermer ces radios-là de notre territoire.